Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiologGPS.fr. Ce soir, on va parler de l'Epix 2 Pro ou Epix Pro 2, Epix Pro Gen 2. Là, j'ai la version 51 mm depuis une semaine. Donc, on va parler des nouveautés que je connaissais déjà, celles que j'ai découvertes en la manipulant. Et puis ensuite, on peut également aborder les mises à jour logicielles qui seront transférées sur les Phoenix 7 et les Epix. On discutera d'un peu de tout ça, les avantages, les inconvénients, est-ce que ça vaut le coup de changer ou pas. Allez, comme dit Marc, on va lâcher la vachette. Alors, la vachette, elle est là. Ça fait donc une semaine que j'ai l'Epix Pro 51 mm. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. J'étais assez dubitatif quand j'avais vu la présentation de Garmin. J'avais trouvé que, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup d'évolution qui nécessitait de changer, de passer à une version pro. Et j'ai découvert des petites choses qui étaient franchement pas mises en avant dans le communiqué de presse et les échanges que j'avais eus avec Garmin. Et finalement, c'est presque ce qui n'était pas mis en avant que je trouvais le mieux. Clairement, typiquement, le plus beau, c'est la cartographie avec les ombrages pour mieux visualiser les reliefs. Là, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai posté des photos de la cartographie de Garmin avec les reliefs. Et ce qui est surtout génial, c'est que ces reliefs, c'est un calque qui vient par-dessus la cartographie. Ce n'est pas une nouvelle cartographie. Et donc, ce calque, il s'applique aussi à la cartographie d'Alexis. Donc là, j'ai quand même vérifié que la cartographie de Garmin n'avait pas été améliorée et que ça ne devenait pas la meilleure cartographie. Bon, il y a des petits détails où je préfère quand même celle d'Alexis, notamment pour les détails en ville, tous les détails des maisons. Donc ça peut être un refuge, mais aussi les maisons en ville. Ça apparaît sur la cartographie d'Alexis, ça n'apparaît pas sur la cartographie de Garmin. Et puis, les courbes de niveau sont plus proches sur la cartographie d'Alexis. Et je trouve qu'on se rend mieux compte du terrain, de la forme du terrain, avec des courbes rapprochées. Clairement, on voit mieux les falaises et des choses comme ça. Mais avec ce nouveau calque d'ombrage, franchement, la cartographie de l'Epix Pro, elle devient aussi belle que la Suunto 7. Et en fait, pour moi, depuis des années, il n'y avait pas plus belle cartographie que la Suunto 7. Là, je crois que ça y est, on l'a. Question de Marc. Est-ce que la cartographie sera la même sur la 47 mm? Oui, toutes les versions Pro, que ce soit des Phoenix 7 ou des Epix, ont toute la même cartographie. Le truc qui va être transféré sur les Phoenix 7 et Epix, c'est les deux nouveaux écrans qui permettent de combiner cartographie et champ de données. Là-dessus, c'est quelque chose que Garmin est le seul à faire, c'est d'afficher des champs de données sur la cartographie. Jusqu'à maintenant, on pouvait afficher un ou deux champs de données qui étaient placés dans le bas de l'écran. Voilà. Jusqu'à maintenant, on pouvait faire ça. On avait une cartographie et on voyait ici deux champs de données, ou alors un champ de données ici. Donc là, c'est l'allure. Et bien maintenant, on a deux nouvelles dispositions qui sont, ça en anglais c'est split screen, donc c'est l'écran partagé. Il y a trois champs de données d'un côté qui sont parfaitement lisibles, blanc sur fond noir, et puis l'autre moitié de l'écran qui est utilisé avec la cartographie. Alors c'est là que le fait d'avoir une version 51 mm ou une Phoenix 7X, c'est là que ça va vraiment avoir son intérêt, c'est que comme l'écran est plus grand, ça permet de ne pas avoir un tout petit bout de carte rikiki ici sur le côté. Et l'autre disposition, je pense que c'est la meilleure, en tout cas la plus intéressante, on va dire, c'est celle-ci. Là, on a 6 champs de données tout autour qu'on peut personnaliser, on peut mettre absolument ce qu'on veut. 6 champs de données autour et la cartographie au milieu. Donc là aussi, intérêt, avantage à la version 51 mm, donc un écran de 35 mm. Les tailles d'écran, c'est 35, 30, 33, enfin 35, 33, 30. Donc il y a quand même 5 mm si vous prenez la 7S ou bien l'Epix Pro 42 mm. Ça fait 5 mm de moins sur la version S.
Donc là, bah, après, on rajoute l'anneau noir des champs de données et la carte sera forcément plus petite. Donc là, Olivier dit plutôt sympa. Ouais, moi ça, vous voyez, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu dans le communiqué de presse de Garmin. Je l'avais vu dans le test de Raymaker. Et puis, bon, je m'étais un peu posé la question de ce que ça donnait en vrai. Et là, bon, sur la version 51 mm, c'est tout à fait exploitable. La carte n'est pas trop petite. Comme j'ai dit tout à l'heure, Garmin, c'est la seule marque qui propose des écrans avec à la fois cartographie, champ de données. Ah, alors Cédric qui demande si une Phoenix 7 Pro peut suffire pour du VTT. En gros, est-ce que l'écran est suffisamment gros? Est-ce qu'on sait bien? Moi, je pense que oui. Le seul point, c'est vraiment pour une Phoenix 7 Pro. Je l'avais dit dans mon test de la Forerunner 965, qui a aussi un grand écran, plus grand que celui de l'Epix, mais un écran AMOLED, même en affichage Always On, il réduit quand même sa luminosité au bout de quelques secondes. Donc là, voilà. Là on est à l'affichage pleine puissance, donc comme si on venait de tourner le poignet. Et là, vous voyez, la luminosité, elle a baissé. Alors là, l'écran tactile est verrouillé. Je vais faire avec le bouton, voilà. Là, on est à pleine puissance. Donc là, franchement, quand c'est comme ça, même en extérieur, ici, là, je suis en puissance 2 sur 3. Donc je pourrais encore faire plus lumineux. Donc en extérieur, même là, au mois de juin, c'est carrément lisible. Par contre, vous voyez là, ça baisse en luminosité. Donc là, c'est parfaitement lisible en toutes conditions. Par contre, quand ça devient un peu moins lumineux, et typiquement, ben, si la montre elle est fixée sur le cintre du vélo, et ben, il sera tout le temps comme ça en fait, il ne sera jamais en pleine luminosité. Et quand c'est comme ça, si vous passez un peu sous des arbres, qu'il y a des alternances ombre-soleil, ou alors au contraire, si c'est en plein soleil, des fois soleil un peu le matin ou en fin d'après-midi, soleil un peu rasant, et ben là, ça, c'est pas très lisible. Pour du vélo, Phoenix 7 Pro, oui, mais Epix, non. Mais après, alors voilà, comme dit Alexis, hein, après la question à se poser, c'est que si ton activité principale c'est le VTT, vaut mieux un Edge. Et en fait, il vaudra mieux peut-être acheter, au lieu d'avoir un budget 1000 € pour acheter une Phoenix 7 Pro, vaut peut-être mieux acheter une Forerunner 265 et puis un Edge 840, 500 € chaque. Et là, je pense que tu as une bonne montre pour la course à pied et d'autres activités et un beau compteur avec un affichage plus grand pour la carto. Voilà. Avec un budget constant, il y a peut-être mieux à faire que d'acheter une super montre super chère. Si ton activité principale, c'est le VTT, vaut mieux acheter un compteur. Après, si c'est une activité annexe et tu veux savoir si ça peut suffire, oui, ça peut suffire. Anthony qui demande à comparer la 7X Pro avec l'Enduro 2. C'est simple, hein. L'Enduro 2, c'est une Phoenix 7X avec une plus grosse batterie. Chaque fois que je compare une 7 Pro à une 7 non Pro, une 7X Pro à une 7X non Pro, tu peux remplacer et mettre Enduro 2. Enduro 2, elle aura un peu plus d'autonomie. Après, chose que je peux vous montrer, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui le montrent, c'est la lampe torche. Alors du coup, peut-être qu'on le fera plutôt en fin de vidéo, la lampe torche, en fin de live, quand on aura un peu plus de noir. Là, vous voyez, c'est pour vous montrer la puissance de la lampe torche. Vous vous souvenez un peu tout à l'heure comment réagissait mon iPhone à la luminosité de l'écran? Et bien là, voilà ce que c'est la lampe torche. Donc celle qui est sur le côté du boîtier. Là, je suis à un niveau 3 sur 4. Franchement, de nuit, en trail ou même n'importe quoi, hein, en course à pied, ça suffit à éclairer ses pas. Alors ça suffit si on court sur une route, hein, bien sûr si on est sur un terrain hyper accidenté avec plein de cailloux, ça ne remplacera pas la frontale. Et je pense que sur une course, ça ne remplacera pas la frontale dans le matériel obligatoire. Mais en appoint, ou alors en sécurité. C'est-à-dire que voilà, on peut le mettre clignoté comme ça. Quand on court au bord d'une route, on est beaucoup plus vu côté sécurité si on court de nuit, l'hiver, en bord de route. Après, donc, je ne vous montre pas forcément tout, hein, mais bon, là je suis en mode clignotant. Après, il y a un mode triple comme ça, on appelle ça personnalisé. Il y a clignotement rapide, un mode balise, il y a un mode pulsation où il vient fort, il réduit l'intensité, comme ça. Et après, bien sûr, tout ça, on peut tout changer pour mettre du rouge. Voilà, le rouge est un peu moins puissant.
Et puisqu'on parle de rouge, je peux aussi vous montrer le mode Redshift. Donc Redshift, c'est l'affichage rouge. Donc ça, pareil, hein, j'ai fait une publication sur Instagram, tout ça je l'ai un peu montré, mais bon, c'est en fixe, c'était pas en dynamique. Donc Redshift, c'était dispo sur l'Apple Watch Ultra, sauf que sur l'Apple Watch Ultra, on le fait avec la molette et ça passe la watch face Wayfinder, je crois que ça marche, ou Pathfinder, je crois que ça marche qu'avec celle-là. Là, ce que Garmin a fait, c'est que ça passe toute l'interface en rouge. Donc ça passe la watch face en rouge et après ça passe tous les widgets qui sont en rouge. Donc en fait on peut vraiment manipuler toute sa montre avec l'interface rouge. Bon, ça typiquement une nuit de camping, un soir de trail, bon, il peut y avoir quelques petits usages sympas, soit tout simplement pour pas réveiller tous ses voisins ou des choses comme ça, quoi. Ou pour pas s'éclairer les yeux et après se retrouver complètement ébloui si on est de nuit. Alors, j'ai oublié de préciser, le mode Redshift, c'est que sur les Pix. C'est pas disponible sur les Fenix 7 Pro. Je pense que l'idée derrière, c'est Fenix 7 Pro, en fait, l'écran, il n'est pas lumineux. Si on veut éclairer moins, ben, on règle le rétroéclairage au minimum. On met le rétroéclairage à 10% et quand on appuie, on a juste un rétroéclairage à 10%. Là, sur les Pix, dès qu'on veut voir l'heure, on allume l'écran et là, ça flash. Donc, d'où le mode Redshift. Sur Fenix 7, ben, en fait, on peut tout à fait allumer le rétroéclairage tout faible, on le met à 10%. Et même 10% en fait en plein jour, on ne voit même pas la différence, on ne voit même pas l'éclairage. Moi, souvent, l'éclairage, je le mets à 20 ou 30% sur les Garmin. Finalement, on ne s'en rend pas trop compte en journée, mais la nuit, ça suffit à voir l'écran. Alors, les mises à jour bêta. Donc là, parmi tout ce que je vous ai montré, alors on va commencer. Là, j'ai commencé à un peu vous appâter. Vraiment, quand j'ai commencé à voir tout ça, surtout la cartographie améliorée, en rendu et améliorée en affichage, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû en recommander un peu plus de Fenix 7 Pro et Epix Pro. Parce que finalement, il y a quand même des améliorations par rapport au Fenix 7 et Epix. Et là, je me suis intéressé aux mises à jour, donc aux fonctionnalités qui allaient être transférées par mise à jour sur les Fenix 7 et les Epix sortis l'année dernière. Et finalement, vous allez voir qu'il y a quasiment tout qui va être transféré. Donc, le score d'endurance et le score de montée, deux algorithmes exclusifs à Garmin, qui vont être transférés au Fenix 7 Epix. Ensuite, il y a des... Ah ouais, là aussi, il faut que je vous montre. Je n'ai encore pas montré sur Instagram ça. Il y a des calques météo où on peut voir... Il y a 4 calques. On peut avoir un calque de température. Donc là, vous zoomez, vous dézoomez comme vous voulez. Vous voyez où est-ce qu'il fait plus chaud, où est-ce qu'il fait moins chaud. Il y a un calque des directions et vitesses du vent. Il y a un calque de la couverture nuageuse et le plus utile, c'est un calque de pluie. Il y a un calque de pluie en mode radar, comme il y a des fois sur certains sites, là, où on voit des taches bleues. Ben voilà, les taches bleues, c'est les endroits où il pleut, là, maintenant, tout de suite. Et si vous n'êtes pas sur une tache bleue, mais que vous en voyez une un petit peu à l'ouest et que le vent il souffle comme ça, ben vous pouvez vous dire, si je sors maintenant et que je pars là-bas, je vais me taper l'orage. Ou alors j'attends peut-être 40 minutes que la tache bleue passe et j'irai courir après. Comme ça, je serai passé après le nuage et après la précipitation. Donc ça va aussi être transféré sur Fenix 7 et Epix. Les reliefs, les ombrages sur les reliefs, ça va être transféré sur les Epix et les Fenix 7. Ensuite, les deux nouvelles dispositions de la cartographie avec les données, soit l'écran partagé, soit l'affichage périphérique, ça va aussi être transféré aux Fenix 7 et aux Epix. Ensuite, il y a des nouveaux profils sportifs. Alors, il y a pas mal de sportifs de sport-co, le foot, le volley, etc. J'ai encore pas fait toute la liste là. Mais bon, pas mal de profils. Ce qui est intéressant, le truc à retenir, c'est pour les sport-co. En fait, ça peut fonctionner comme une ceinture quand on va faire de la natation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut partir du vestiaire, on lance l'enregistrement, on met une ceinture à CRM, on part faire son match de foot ou son entraînement de foot, son match de volley. Et quand on rentre, on stoppe l'activité sur la montre,
les données de fréquence cardiaque se téléchargent sur la montre et ça permet d'avoir quand même le suivi du cardio et donc la charge cardio. Ça permet de prendre en compte vos entraînements de sport co sur la charge cardio. Ça, pour les gens qui courent et qui jouent au foot ou qui courent et qui font d'autres choses, ça peut être pas mal. Et le mode Redshift, il va être transféré aux Epix. Pas au Fenix 7, comme j'ai dit, il va être transféré aux Epix. Et donc, vous voyez que là où j'étais en train de me dire, bon, est-ce que finalement, j'ai pas un peu sous-estimé les Fenix 7 Pro, les Epix Pro, je devrais peut-être les recommander un peu plus parce que c'est vrai qu'avoir une belle cartographie, quand on l'utilise beaucoup, ça serait peut-être pas mal. Et finalement, il y a tellement de choses qui vont être retransférées sur les Fenix 7 et les Epix 2 que de nouveau, j'en suis revenu à mon ressenti initial que franchement, ça ne valait pas forcément le coup, ou en tout cas pas pour beaucoup de monde, de passer aux versions pro. Michael qui demande à quand l'ECG sur les Fenix, les Epix. Donc là, vous voyez, autour du capteur cardio, il y a 4 petites plaques là. Ça, c'est des électrodes qui vont servir d'ECG. Donc, une électrode sur un poignet. Ensuite, il faudra mettre les doigts, alors peut-être sur la lunette, peut-être sur le bouton. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont implémenter ça. Et donc, Michael, il dit que c'est le plus important à venir. Effectivement, le capteur est là. Garmin attend juste que ça soit validé médicalement par la FDA aux États-Unis et l'agence, je ne sais pas quoi, du médicament en France ou en Europe. Je ne sais pas si ça sera fait au niveau européen. Du coup, Michael, tu vois, je suis curieux. Je vais te demander pourquoi est-ce que tu attends avec autant d'impatience l'ECG? Pour moi, ça sert à rien ou à presque rien. Franchement, un ECG, bon, vous allez le faire une fois pour vous amuser. Allez, je parie, vous allez le faire 2-3 fois la première semaine pour vous amuser. Là, il va vous dire, bon bah ok, vous n'avez pas de signe de fibrillation atriale. Ok, bah super, bah maintenant vous n'en avez plus besoin du coup de l'ECG. Qu'est-ce que vous allez faire de l'ECG? Vous n'en ferez plus ou alors si, vous en ferez un autre dans 5 ans. Enfin moi perso, je fais un boulot où je fais régulièrement des électrocardiogrammes. Bah, j'en fais un tous les 5 ans je crois. Voilà, le médecin il me dit bon bah c'est bon. Bah franchement je ne paierai pas 300 € de plus pour avoir une montre qui fait un ECG. Et pourtant, je trouve ça dingue sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui attendent l'électrocardiogramme. Donc je suis curieux là pour les gens qui attendent ou qui espèrent l'électrocardiogramme, ce que vous espérez faire avec. Je vous pose la question, vous pouvez y répondre en commentaire. Je suis assez curieux. Ok, donc Michael est médecin. Voilà pourquoi il attend l'ECG. Ouais, mais du coup, est-ce que ça permet... Alors, est-ce que tu as pu le vérifier entre un ECG d'Apple Watch, de bientôt Garmin, et est-ce que, autant je le comprends sur une Apple Watch, Apple Watch, c'est une montre connectée qui peut être vendue à un peu n'importe qui et qui va permettre de détecter la fibrillation atriale, mais sur des gens qui vont avoir certains 25 ans, d'autres 40, d'autres 60. Je pense que c'est quand même pas tout à fait la cible d'une Fenix 7, quoi. Quand on achète une Fenix 7 Pro, je pense qu'on est beaucoup sportif et que si vraiment on avait une malformation cardiaque ou quoi, je pense qu'on aurait été bloqué avant d'acheter une Fenix 7. Enfin, en tout cas, c'est un peu moi ce que je me disais, quoi. Je me dis que quelqu'un qui achète une Fenix 7, il va déjà faire plutôt pas mal de courses. Et donc, s'il avait eu des problèmes cardiaques, il s'en serait rendu compte plus tôt. Une Apple Watch, c'est une montre qui est vendue à tout et n'importe qui. Et là aussi, pour le coup, je pense qu'une montre vendue à tout et n'importe qui, on va pouvoir détecter sur des gens qui font pas de sport ou quoi, qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir quelque chose déclencheur pour se rendre compte qu'ils avaient une malformation. Ouais, voilà, alors Cédric qui fait la remarque, et même chose pour l'oxygénation sanguine. Moi, l'oxygénation sanguine, je l'ai beaucoup testé depuis la Fenix 5X. Et concrètement, en dessous de 2000 mètres d'altitude, j'ai jamais vu de différence. Moi, maintenant, ce que j'attends, c'est un peu des études, justement, des retours sur comment c'est utilisé, est-ce que ça sert. Parce que bon, si c'est juste un argument pour vendre une montre 100 € plus cher en disant elle a l'ECG, ouais, bon, elle a l'oxygénation sanguine, est-ce que vous en servez? L'oxygénation sanguine, ça fait quand même, je pense, 5-6 ans que Fitbit avait annoncé, on va mesurer, ils avaient annoncé,
on est en train de développer un algorithme pour détecter les apnées du sommeil. Bon, 6 ans plus tard, Fitbit ne détecte toujours pas les apnées du sommeil. Toutes les montres sont équipées d'un oxymètre de pouls et finalement, il n'y en a aucune qui détecte les apnées du sommeil. Donc, bon, est-ce que c'est vraiment un argument de dire ah ben celle-là, elle a le nouveau capteur cardio qui fait SPO2? Bah, pour moi, c'est pas très utile, quoi. Donc, on en était à tout ce qui va être transféré sur Phoenix 7 et Epix. Du coup, pour moi, l'électrocardiogramme, c'est pas une raison de changer. Si vous avez déjà une Phoenix 7, si vous avez déjà même une Phoenix 6, franchement, ça vaut pas le coup d'acheter une Phoenix 7 Pro juste pour le nouveau capteur cardio avec ECG. Moi, je pense qu'une des raisons de changer, c'est les gens qui voulaient plus d'autonomie. Et ceux qui ont réussi à être patients, à ne pas acheter l'Epix 2 l'année dernière. Et je sais, il y en a pas mal qui m'ont déjà écrit quand est-ce que ça va sortir, est-ce qu'il y aura une Epix 3 en 51 mm, etc. Bon, moi j'avais imaginé une Epix 3, bon, elle s'appelle 2 Pro, mais voilà, j'avais dit l'Epix 3, elle sera en 3 formats de boîtier, c'est sûr. Donc, pour ceux qui ont réussi à patienter, à ne pas acheter l'Epix et qui veulent plus d'autonomie, bah là, cette fois, ils ont ce qu'ils veulent. Franchement, l'Epix Pro 51 mm, quand on regarde les caractéristiques, c'est assez bluffant parce qu'en mode extinction automatique, elle fait les mêmes performances que les Phoenix 7, à taille de boîtier identique. C'est-à-dire que vous prenez une Phoenix 7 sans recharge solaire et une Epix avec l'extinction automatique. Voilà, c'est les deux conditions. Eh bien, la version 42 mm fait aussi bien que la 7S. La version 47 mm fait aussi bien que la 7 Pro, enfin 7S Pro, 7 Pro. Et la version 51 mm fait aussi bien que la 7X Pro. Donc, bah, c'est assez bluffant. Hein. Alors de mémoire, ça doit être 82 heures, 81 heures ou 82 heures d'autonomie avec l'écran en extinction automatique. Et je crois quelque chose comme 58 avec l'écran Always On. Donc bah, voilà, ça c'est une raison de changer pour avoir plus d'autonomie. Autre raison de changer, eh bien, c'est pour tous ceux qui avaient une Phoenix 7 ou une Epix qui n'était pas Saphir et donc qui n'avait pas le multi-GNSS double fréquence. Ça, franchement, moi dans tous les tests que j'ai vus, double fréquence, Garmin il le maîtrise vraiment bien. Autant j'ai toujours dit que les Phoenix 5, les Phoenix 6, elles n'avaient pas une bonne précision GPS. Autant là, sur les 7 avec double fréquence, c'est une super précision GPS. Donc là, ça vaut le coup de passer à du... Alors si vous avez une Phoenix 7 non Saphir ou une Phoenix 6, ça vaut le coup de passer à une version Pro avec Saphir, avec le double fréquence. Ça sera bien beaucoup plus précis. Comme dit Michael, une fois qu'on est passé à l'écran OLED, c'est difficile de revenir à une Phoenix 7. Moi, je sais que j'utilise encore beaucoup une Tactix 7 Pro. Et c'est vrai que, bon, passer de l'Epix à la... En fait, quand j'avais la Tactix 7 ou quand j'avais une Phoenix 6 ou 7, l'écran ne me dérangeait pas. Une fois que je suis passé à l'Epix, je dis waouh, super l'écran. Et quand ensuite je dois revenir à la Tactix, les couleurs sont fades, ça fait un peu blanchâtre. Donc là, voilà, là je suis content d'être revenu à un écran OLED. Continuez sur l'écran OLED parce que je viens de voir passer le magnifique rendu. Christophe, bien joué de me le rappeler. La grosse déception de cette Epix Pro, c'est quand même de ne pas avoir la belle interface de la Forerunner 965. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de mon test de la Forerunner 965, mais ici on a des espèces de rectangles autour des aperçus de widgets. Et quand on descend, on a une petite animation, là, un petit truc qui défile. Bon, c'est trop beau. Et je ne sais pas pourquoi. Là, on a vraiment l'impression que la gamme Forerunner, je pense que c'est vraiment le cas, je pense que la gamme Forerunner n'est pas développée par les mêmes mecs ou les mêmes équipes que les gammes Phoenix et Epix. Et du coup, il y a des petites différences où des fois on se dit pourquoi c'est bizarre, non? Pourquoi ils ont mis ça sur la Forerunner et pas ça sur la Phoenix? Ou inversement, pourquoi ils n'ont pas... Ça, c'était bien, pourquoi ils ne l'ont pas mis aussi? Bon, il y a des fois, on peut comprendre, on dit bon, par exemple, le gestionnaire de batterie. Sur les Phoenix, il y a un gestionnaire de batterie qui est plus développé que sur la Forerunner 965. Sur la Forerunner 965, il n'y a rien, on ne peut pas faire de profil de batterie. En fait, il y a quand même un menu gestionnaire de batterie. Le seul truc qu'on peut faire, c'est la passer en mode éco. Bon,
Il n'y a pas grand-chose. Alors qu'ici, on peut faire des réglages, on peut faire donc les profils de batterie qu'on affecte ensuite à chaque profil sportif. C'est beaucoup plus complet. Mais ça, franchement, c'est quelque chose, c'est un bridage logiciel, hein, mais c'est quelque chose que je comprends. Il y a une gamme outdoor qui est faite pour faire différents types d'activités. Il y a une gamme Forerunner qui est centrée sur la course à pied, le triathlon. Normal. Je veux dire, même si on fait un Ironman, on n'a pas besoin de réglage de batterie sur une Forerunner 965. Batterie de base, réglage de base suffit à tout faire. Et on en était, voilà. Et quand même, le truc dommage, c'est, il y a des mecs côté Forerunner qui ont trouvé une super interface et côté Epix, Phoenix, ils n'ont pas pompé le travail des autres. Là, je trouve ça dommage. En fait, quand c'est comme ça, on se dit, bon, il y a un petit peu un manque de cohérence. Bon. Nico qui me demande si j'ai remarqué un changement au niveau des boutons. Bah, moi non. Alors je sais pas si tu en as peut-être acheté une et tu as un ressenti bizarre sur les boutons. Et moi, je vois pas de différence. Autant quand j'ai testé la Suunto verticale, là ça m'a frappé. J'ai dit, ouh, les boutons ils sont plus durs. Alors ils l'ont peut-être fait exprès pour qu'il n'y ait pas de pression intempestive, parce que les boutons de la verticale sont un peu plus gros. Donc ils ont peut-être fait exprès de mettre un ressort un peu plus costaud derrière. Donc, mais tout de suite ça m'a marqué. Là, non, ça ne me choque pas. Ah, un petit clic. Non, moi, il n'y a pas de bruit. Hein. Mon micro est là. Voilà. Moi, j'ai pas de clic particulier. Il y a quelqu'un dont le prénom est absolument imprononçable qui me dit que, a priori, l'écran sur les Fenix 7 Pro, toutes les Fenix 7 Pro, a plus de contraste. Alors, ça c'est possible, je ne l'ai pas vérifié. Moi, je n'ai pas de Fenix 7 Pro, donc je n'ai pas pu voir la différence. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment un truc flagrant ou est-ce que c'est, bon ok, on a amélioré l'écran, mais finalement, en utilisation sportive, on ne voit pas vraiment la différence si on ne les paie pas côte à côte. Donc là, je ne saurais pas vous dire. Je dis que c'est techniquement possible parce que dans mes tests de Coros, pendant longtemps, j'ai dit que les montres Coros, elles avaient un écran plus terne, plus sombre que les autres. Pourtant, c'est toutes des écrans transréflectifs, hein, toutes des mêmes tailles. Je veux dire, les tailles, elles sont standards. Hein, c'est 1 pouce, 1,1 pouce, 1,2 pouces. Donc en millimètres. Moi, j'utilise plutôt les millimètres. Je vois pas mal de sites qui utilisent les pouces. Moi, franchement, une télé, quand on me dit que c'est une télé 85 pouces, je ne sais pas ce que ça représente. C'est grand ou c'est pas grand. Moi, la mienne, je ne sais même pas combien de pouces ça fait. Par contre, si on me parlait en centimètres, ouais, 1 mètre, 1 mètre 20, 80 centimètres, ça me représente déjà un peu plus les choses. Donc dans mes tests, c'est pour ça je continue d'utiliser les millimètres. Et donc pendant longtemps, hein, l'écran de base c'était 30 mm, enfin 30,5 si on veut être précis. Ensuite il y avait 33 et 35. Et donc, moi je trouvais pendant très longtemps, les premières Coros, là, toute la première génération, je trouvais l'écran terne, pourtant c'est la même technologie, transréflectif, mais je les trouvais plus ternes, plus sombres que tous les autres, Suunto, Garmin ou Polar. Et c'est vrai que maintenant, je ne le vois plus. Donc ils ont dû, eux aussi, changer de fournisseur ou de type d'écran, j'en sais rien. Donc, voilà, je me dis que sur les Fenix 7 Pro, si Garmin annonce que l'écran a plus de contraste, peut-être que c'est réellement visible. Alors, il y a Romaric qui veut se dépêcher d'aller se coucher, et qui veut savoir si la Forerunner 965, c'est toujours la meilleure montre selon moi. Alors, je dois l'avoir là derrière. Ah non, je ne l'ai plus. Ben, je l'ai déjà rangé. Alors... Ben justement, j'ai publié l'article la semaine dernière, non? Ou une vidéo. Voilà, c'était le sujet de la vidéo la semaine dernière, donc tu peux aller voir. C'était avant que j'ai l'Epix Pro, que j'ai enregistré cette vidéo. Et je parlais de... J'ai fait cette vidéo, en fait, je n'avais pas de vidéo pour samedi dernier. Et l'idée m'est venue juste après avoir publié mes différentes recommandations, l'article que je mets à jour tous les 6 mois. En disant, bah voilà, pour la course à pied, pour le triathlon, pour l'ultra, pour la randonnée, je vous recommande telle montre en pas cher, telle montre c'est la meilleure, telle montre avec carto, etc. C'est vrai que habituellement je disais, bah voilà, la montre la meilleure, si on prend toutes les catégories, toutes les montres, voilà la meilleure. Et là cette année, eh bien, pour la première fois, j'ai changé un peu cette appellation et au lieu de l'appeler la meilleure, qui aurait franchement pour moi été l'Epix Pro, eh bien, 51 mm, eh bien, au lieu de l'appeler la meilleure,
je l'ai appelée ma préférée. Parce que je me suis mis un peu à votre place et à votre place, le budget, ça rentre aussi en compte. Et moi, je ne veux pas juste dire, vous voulez savoir la meilleure voiture, c'est la Ferrari truc mouche pro ou la Bugatti truc. Bon, ouais, mais en fait, ça, ok, c'est la meilleure voiture, mais ce ne sera jamais la voiture que je pourrais me payer. Donc maintenant, dis-moi quelle est la meilleure voiture dans mon budget. Et donc, voilà, franchement, avant, on va dire il y a 4-5 ans, les montres haut de gamme, c'était, ouais, on va dire il y a 8 ans, les montres haut de gamme, c'était 500 euros. Il y a 4 ans, ça a commencé à monter à 600. Bon, je pense que 600 euros, ça doit rester du haut de gamme. Je pense qu'on ne devrait pas avoir à mettre plus de 600 euros pour avoir une montre qui fait tout. Donc voilà, ma montre GPS préférée, ça reste la Forerunner 965. Il y a un grand écran, il est vraiment beau, il y a assez d'autonomie et assez de fonctionnalités pour largement 99, peut-être même virgule quelque chose % des sportifs. Il y a suffisamment de profils sportifs pour couvrir tous les sports que je pratique, sachant qu'en plus on peut créer des profils perso. On peut s'entraîner à la puissance, au cardio, à tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'était ma préférée. Après, si effectivement vous voulez vraiment la meilleure, typiquement, moi, donc si je devais me l'acheter avec mon budget, je prendrais une 965. En connaissance de cause, c'est-à-dire qu'avec les activités que je fais moi en montagne, il y aurait un risque de rayure. Là-dessus, on peut rayer la lunette, mais là c'est du saphir, puisque j'ai une version saphir. Voilà, tout de suite j'aurais dit, ok, 965, protection d'écran, direct. Effectivement, après, si vous voulez savoir quelle est la meilleure, la montre qui fait le plus de choses, aujourd'hui, ça sera forcément une Fenix 7 Pro ou une Epix Pro. Et en l'occurrence, ça serait pour moi plutôt l'Epix Pro 51 mm. Et c'est aussi pour ça que du coup, je repositionne dans mes recommandations, là, je repositionne des Fenix 7. D'ailleurs, j'ai positionné plus de Fenix 7 et d'Epix Gen 2 que de version Pro. Et je repositionne même la Fenix 6 parce que quand on prend en compte la démarque avec les baisses de prix, maintenant, c'est pas tout de dire c'est la meilleure. Bon, mais pour telle et telle activité, pour tel usage, en fait, une Fenix 6, ça peut suffire. Par exemple, pour quelqu'un qui veut, quelqu'un qui me dit, moi je fais de l'alpinisme, de la randonnée, j'utilise beaucoup la cartographie. À ce moment-là, une Fenix 6, ça peut suffire. Cette personne-là, il n'aura pas besoin de l'algorithme de score d'endurance pour faire de l'alpinisme. On n'est quand même jamais au-dessus du seuil, hein, sauf si on monte très 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 haut et que l'oxygène se raréfie. Mais voilà, carte routable, Fenix 6, et puis ça suffit. Ok, il n'y aura pas les ombrages des reliefs. Simon qui dit, ok, ça dépend des activités qu'on pratique, exactement. Mais dès qu'on fait des activités outdoor ou aquatiques, la résidence des Fenix ou Epix nous encourage à aller vers ces modèles. Alors là-dessus, je vais faire une réponse en 2 volets. Si par résistance, tu entends étanchéité, effectivement, une montre étanche à 100 mètres, vous allez pouvoir faire des activités aquatiques. Une montre étanche à 50 mètres, théoriquement, vous devriez pouvoir descendre jusqu'à 50 mètres de profondeur. Ça, c'est si vous descendez en statique, tout doucement. Là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lors d'un choc, en fait, la pression juste à l'endroit où la montre rencontre l'eau, en fait, il y a une énorme force là. Ça, c'est comme s'il y avait beaucoup de pression d'un coup. Typiquement, si vous faites du jet ski ou un truc tout con, vous faites tirer par une bouée, là, par un bateau, vous vous retournez, et là, au moment où vous allez rentrer dans l'eau, votre montre, elle va venir frapper très violemment la surface de l'eau, et ça va être une grosse pression qui peut-être sera plus que l'étanchéité à 5 ATM de la montre, et vous allez bousiller votre montre. Donc, pour ces activités aquatiques, si tu entendais étanchéité, je suis d'accord avec toi. Par contre, si par résistance, tu entends résistance à la casse, alors là, je ne suis pas très d'accord avec toi. Franchement, est-ce que tu as déjà vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux poster des montres de Forerunner qu'ils auraient cassées? Les gens, ils associent métal, robustesse. Plastique, fragile. Là, j'ai une Coros Apex 2 Pro édition Kilian Jornet. Pour l'instant, j'ai jamais vu personne qui avait cassé le boîtier de son Apex 2 Pro. J'ai jamais vu personne qui a cassé le boîtier de sa Forerunner 965. J'ai déjà vu des boîtiers cassés. C'était par exemple Lucas Papi
Alors, si vous connaissez Lucas Papi, c'est quelqu'un qui fait des milliers de bornes par an. Et il avait une Forerunner 910, le bracelet, là il avait du Chatterton, bon bref d'ailleurs, on avait échangé un petit peu, après on avait échangé avec Garmin, et puis après Garmin lui a fourni des Phoenix, mais moi franchement l'argument solidité face à la casse, les boîtiers en plastique, voilà. D'ailleurs on dit plastique, même moi hein, je suis fautif, je dis plastique mais en fait c'est du composite, donc dedans il y a des fibres, sûrement des fibres de verre qui sont englobées dans de la résine. Donc c'est du composite, mais c'est super solide. Alors après Simon me dit, il entendait bien l'étanchéité. Là, je suis d'accord. Alors Nils qui me demande si la cartographie avec ombrage Alexis, c'est mon œuvre. Alors pas du tout. La cartographie d'Alexis, c'est l'œuvre d'Alexis. On avait échangé depuis longtemps. D'ailleurs, voilà, il est là. Et la bonne surprise sur les versions Pro, c'est que l'ombrage des cartes Garmin, c'est juste un calque qui vient par-dessus. Et donc ça s'applique bien à la cartographie d'Alexis. Après, c'est deux rendus différents. Vous regardez, typiquement, bon, ça Alexis il le dit lui-même, hein, pour toutes les activités vélo de route par exemple, la carte topoactive de Garmin, elle suffit largement pour être sur des routes, traverser les villes, etc. D'ailleurs, parfois c'est un peu supérieur parce que il y a le nom des rues, donc des fois ça peut aider à se repérer. Mais sinon, pour toutes les activités outdoor, que ce soit été ou hiver, moi j'utilise tout le temps, j'utilise tout le temps la cartographie d'Alexis. On va dire que je ne suis pas l'excellent bon élève parce que je fais pas la mise à jour. Lui, il fait la mise à jour de sa cartographie tous les mois parce qu'il utilise les données OpenStreetMap. Donc tous les mois, la carte OpenStreetMap est mise à jour. Donc lui, il met sa mise à jour. Ce qui fait que s'il y a des gens, comme c'est collaboratif, s'il y a des gens qui ont ajouté des chemins, eh ben, ça apparaîtra sur la nouvelle version. Moi, en fait, j'ai le fichier sur mon disque dur et dès que j'ai une nouvelle Garmin, je branche le câble, copier-coller et voilà, c'est réglé en quelques minutes. Mais j'utilise la version d'Alexis de, je crois, 2021. Elle n'est pas très à jour. Une question de Cédric qui parle des saphirs. Si, ça j'en avais parlé. L'avantage de l'OLED, c'est qu'on voit moins les reflets du saphir. C'est-à-dire que sur un écran transréflectif, vous avez les rayons du soleil qui arrivent sur l'écran. Là, il y a une partie qui est réfléchie par le saphir, c'est ce qui fait beaucoup de reflets, ça fait vraiment un effet miroir. Et puis ensuite, ça tape l'écran, et là l'écran il renvoie sa lumière et on voit sa lumière. Les écrans OLED, il y a des lumières derrière l'écran qui éclairent l'écran. Et bien ça fait des noirs plus profonds et ça fait qu'on voit beaucoup moins les reflets, on est beaucoup moins gêné par les reflets du saphir. Fabien qui parle de problème de brûlure d'écran AMOLED. Alors ça, effectivement, il y a déjà pas mal de gens qui m'ont posé la question. Bon, moi, je vais être honnête, hein, je change trop souvent de montre pour arriver à user un écran OLED. J'ai déjà vu quelques écrans de Venu comme ça sur le net. Hein. Alors je ne sais plus si c'était sur le groupe Je ne suis pas un héros mais j'ai une Garmin ou sur des groupes anglophones parce que je fais de la veille un peu partout. Mais oui, j'ai déjà vu des écrans de Venu qui présentaient des marquages. Donc des traces de brûlure d'écran. Hein. Donc voilà, après, c'est pris. Alors, je n'ai pas trop tout suivi, hein, si c'était pris en compte par le SAV ou si ça faisait plus de 2 ans. Honnêtement, je me souviens plus trop. J'ai dû en voir 2, mais pas plus. Donc, mine de rien, l'écran, eh bien, j'avais assez plébiscité le côté tactile sur les Phoenix 7. Comme ça, pour l'usage tous les jours, c'est bien fluide, ça passe bien. Et puis surtout pour la manipulation de la cartographie. Là où avant il fallait faire des centaines de clics pour arriver à bouger la carte, là maintenant c'est absolument génial. Donc ça peut être une raison de changer. Alors pas nécessairement pour une version Pro, mais pour une version Phoenix 7. Si vous avez une vieille Phoenix, une Phoenix 5, quelque chose comme ça. Comme j'ai fait dernièrement une vidéo sur la cartographie où j'avais sorti combien? J'avais sorti 7 montres différentes. 4 Garmin pour vous montrer la différence entre écran transréflectif et écran OLED, la différence entre un écran de 35 mm et un écran de 33 mm. Et puis ensuite, donc j'avais 4 Garmin, une Suunto, la verticale, une Coros,
j'avais dû prendre la Vertix 2 et puis j'avais l'Amazfit Ultra. Et il y a quelqu'un en commentaire qui me dit ah c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait l'Apple Watch Ultra. Bon, l'Apple Watch Ultra elle était dans le tiroir. Pose la question de quand sortira la mise à jour bêta. Enfin, je suppose que c'est ça sa question. En fait, sa question est formulée de manière beaucoup plus succincte. Oui, je vais attendre ça avec impatience. Là, Garmin a annoncé que les nouveautés dont je vous ai parlé là ce soir, des Epix Pro et Fenix 7 Pro, allaient être transférées par mise à jour vers la fin de l'été. Traditionnellement, fin août, début septembre, c'est souvent là que voilà, c'est la rentrée, c'est là qu'ils peuvent annoncer des nouvelles montres, c'est là qu'ils peuvent lancer des mises à jour. J'imagine qu'ils vont faire avant le programme, le test bêta. Donc là, bah voilà, dès que je verrai que c'est en bêta, je ressortirai une Phoenix 7 ou l'Epix pour vérifier que tout ce que je vous ai listé là est bien mis à jour sur les versions de l'année dernière. Et puis surtout, bah, je vous le communiquerai. Et comme ça, vous aussi, vous pourrez mettre à jour la version bêta. C'est tout simple maintenant, hein, il suffit d'aller dans Garmin Connect et de dire j'inscris ma montre au programme bêta. Alors, il faut quand même aller sur Garmin Connect PC, enfin ordinateur, pas version application sur smartphone. Et là, il suffit j'ai un tuto hein, sur le blog, il y en a qui me demandent, vous allez sur le tuto comment mettre à jour une version bêta sur Garmin, voilà, cherchez ça sur Google ou directement dans la barre de recherche en haut à droite de mon blog là. Vous cherchez mise à jour bêta Garmin et vous tomberez dessus. Et donc dès que Garmin lancera cette version bêta, si vous avez déjà, il suffit de le faire une fois, vous dites j'inscris ma montre au programme bêta développeur, je ne sais pas comment ils l'ont appelé. Et là après du coup, toutes les mises à jour bêta se téléchargent comme une mise à jour normale. Mais si vous n'êtes pas inscrit à ce programme, les mises à jour bêta, elles ne se téléchargent pas et il faut attendre le téléchargement des mises à jour publiques. Ah, Mathieu Bon, alors, question intéressante des dessous du blog. Quelle marque communique le plus facilement avec toi? Bon, ça, c'est quelque chose qui a énormément évolué entre mes débuts il y a 10 ans. Ouais, je pense que ça fait 10 ans que j'ai commencé, 2013, je pense, ouais. Mes débuts il y a 10 ans, où j'étais tout seul, j'avais aucun contact, ça a été assez difficile au début, beaucoup ramé pour arriver à trouver des contacts. Et puis petit à petit, après j'ai commencé à discuter avec les gens, ensuite à rencontrer des gens. Donc maintenant il y a des gens avec qui j'échange très facilement sur WhatsApp. Mais effectivement, j'ai deux sortes d'intermédiaires, enfin non, deux sortes de contacts. Chez certaines marques, on va dire sur toutes les marques, j'ai un contact chez l'agence de com qui gère la communication pour la France. Donc ça, c'est les gens qui vont gérer les diffusions des communiqués de presse et gérer les articles en test. Et ensuite, pour certaines marques, j'ai un contact direct avec quelqu'un de la marque. Donc par exemple chez Garmin, chez Suunto. Donc là, du coup, j'ai pas mal d'échanges Chez Garmin, en fait, j'ai le WhatsApp du Product Manager des Fenix, Epix, Instinct et Forerunner. Donc là, dès que j'ai un doute, une question à poser, je lui dis tiens, j'ai lu ça dans un tel endroit, attends, ça me paraît bizarre, t'es sûr, c'est vrai? Hop, et il me confirme ça. Donc voilà, j'ai des marques comme ça. Suunto aussi, j'ai énormément d'échanges sur WhatsApp avec eux. Coros, c'était même un truc fou. Coros, j'ai été abordé par le CEO de Coros, on s'est rencontré à Paris, il est venu me voir, il a fait une petite tournée où il rencontrait différents influenceurs. Donc il avait commencé aux États-Unis, passé en Angleterre, etc. Et donc là, voilà, les tout débuts, quand Coros était petit, c'était le CEO qui gérait la communication avec les influenceurs. Donc il nous a rencontrés chacun un par un. Et puis ensuite, on échangeait directement avec lui. Maintenant, ils ont grossi et donc il y a des intermédiaires qui se sont insérés dans la pyramide. Mais voilà, si je peux toujours lui envoyer un message, il me répond, c'est génial. La Venue 3 n'était-elle pas prévue en même temps que les Phoenix Pro? Alors, non, il n'y avait rien de prévu. Hein. Non, celle qui était prévue en même temps, c'était, alors d'après les fuites, c'était la dernière pour le Golf, la Approach S70, je crois. En gros, c'est une dérivée d'Epix qui apporte un écran AMOLED,
comme l'écran a une meilleure définition, il y a beaucoup plus de détails maintenant sur les parcours, donc les cartes de golf sur les parcours, et notamment sur les greens. Maintenant, il peut y avoir le relief de tous les greens. En gros, si tu as un peu du mal à te représenter les bosses, les trous, tu regardes sur ta montre et il y a quelque chose comme, je ne sais plus exactement les couleurs, comment c'est, mais c'est plus une bosse, plus c'est rouge et plus c'est une élévation, et plus c'est vert bleu, plus c'est un creux. Et donc ça permet de se visualiser exactement sur la montre quelle est la distance et un peu imaginer la trajectoire de la balle avec ça. Venu 3, je pense pas qu'il y a besoin de faire quoi que ce soit, de sortir quoi que ce soit maintenant. La Venu 2+, elle a déjà le LTE et l'ECG. Donc sortir une Venu 3 avec un nouveau capteur ECG, peut-être que Garmin va le faire, hein, mais moi je pense pas que ce soit hyper indispensable. Et puis après, je pense que dans la gamme Fenix, il y a des gens qui sont vraiment prêts à acheter toutes les dernières Fenix ou toutes les dernières Epix dès qu'elles sortent pour avoir plus d'algorithmes, etc. etc. Venu, ça ne s'adresse pas à la même cible. Venu, c'est un peu plus des athlètes polysport, un peu plus éclectiques, un peu plus loisirs, qui recherchent moins la performance, qui s'engagent moins sur des épreuves, soit des épreuves hyper longues, soit des épreuves hyper dures, soit des choses comme ça. Donc là, je pense que sur les Venus, il y a moins la course au dernier algorithme. Et ensuite, il ne faut pas oublier que les Venus, cette cible, c'est un peu la cible des Apple Watch ou des Galaxy Watch. Et donc là, je pense qu'il y a un plafond de budget que Garmin ne pourra pas dépasser. Si Garmin sort une Venu à 650 €, alors qu'Apple Watch vend une Apple Watch à 399, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas. Alors que sur la gamme des Fenix, on le voit, hein, Garmin, il rajoute 100 € par-ci, 50 € par-là, et les gens continuent d'acheter des Fenix. Donc, ils continuent. Et là, pour le coup, ils n'ont pas de concurrence en phase 2. L'Apple Watch Ultra, elle est déjà à 999 €, et en plus, elle est moins bien que, selon moi, moins bien que ça. Donc là, ouais, Garmin peut se permettre de mettre un tarif plus élevé que sur l'Apple Watch Ultra. Alors Loïc, il me dit que je parle pas souvent de Polar, parce que Polar, ils sont un peu comme Suunto, ils sortent pas des montres très souvent. Et donc du coup, j'ai un peu moins d'occasion d'en parler. Moi, c'est assez simple, hein. J'ai 2 poignets, j'ai un système de rotation, même pas de rotation, si, c'est de la rotation, quoi. Et les nouvelles montres entrent, je les mets au poignet, j'en prends une 3e ou une 4e pour avoir une référence avec une ceinture cardio, pour ensuite étudier plusieurs traces GPS en même temps. Et puis, au bout d'un mois à peu près, j'ai fait différentes activités dans différents environnements, j'ai récolté mes données d'autonomie avec différents réglages, j'ai tout ce qu'il faut, je sors mon test. Puis après, j'enlève la montre, j'en prends une autre. Donc forcément, Garmin, je sais pas, Garmin, je teste peut-être 10 Garmin par an. Donc je donne l'impression de beaucoup parler de Garmin. Polar, ils sortent une nouvelle montre par an. L'an dernier, ils en ont sorti 2, mais c'était la Polar Pacer et la Pacer Pro. Moi, j'ai testé la Pacer Pro. Ensuite, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour non plus sur la Pacer Pro. Donc c'est ça qui fait que. Mais j'en ai bien conscience, hein, j'en ai bien conscience en fait c'est le profil Instagram qui me fait m'en rendre. Les tests, je ne me rends pas forcément compte. Les tests, voilà, les montres elles m'arrivent. Bien souvent, il faut que je les renvoie à l'agence de com une fois que mon test est fini. Donc là, voilà, je fais mon test. Ils ne mettent pas la pression, vraiment, je prends le temps que je veux. Si je leur dis, non, là, ça fait 4 semaines, j'ai pas eu le temps là, à cause des vacances ou quoi, il me faut 6 semaines. Il n'y a jamais eu aucun problème. Mais après, après je lance un autre test. Alors que sur Instagram, là, des fois, je me dis, ah ouais, là, si je regarde mes dernières publications, Garmin, il faudrait peut-être que je parle un peu d'autre chose. Mais en même temps, s'il n'y a pas de mise à jour, s'il n'y a pas de nouveauté, sur Instagram, je montre soit ce que je fais, je mange du fromage, soit les nouveautés sur les montres que j'ai en test. Et après, quand il n'y a plus de nouveautés, s'il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de nouveauté pour une marque, c'est vrai qu'il peut se passer un petit peu longtemps sans que je dise quoi que ce soit.
Ah, Christophe. Alors Christophe et j'ai vu quelqu'un d'autre là, Vincent, qui parle de micro et haut-parleur. Ça, je pense que, pour le coup, vous voyez, je sais pas, je me dis entre ECG ou bien micro haut-parleur, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de gens qui seraient intéressés par avoir un micro haut-parleur? Donc micro haut-parleur, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez téléphoner sous la douche. Vous pouvez écouter de la musique sous la douche, sur votre montre. Franchement, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait avec je crois que c'est la Samsung Galaxy 5 Pro. Voilà, un haut-parleur, on peut écouter de la musique sous la douche avec sa montre. On peut téléphoner sous sa douche. Ça, je ne l'ai pas fait, je vais être honnête. J'ai écouté de la musique, je n'ai pas téléphoné sous la douche. Bon, mais voilà, mais par contre, sur l'Apple Watch, c'est aussi un des arguments de vente, c'est de dire, bah, je peux sortir. Alors là, en plus, avec le côté LTE, c'est de dire, je peux sortir sans prendre de téléphone, faire du paddle, courir, n'importe quoi. Si j'ai un problème, moyennant le fait d'être sous couverture 4G, je peux téléphoner. Soit téléphoner à ma femme, j'ai crevé, voilà, un autre truc comme ça, hein, partir faire du VTT, j'ai crevé, elle peut venir me chercher, je suis à tel endroit. Et finalement, vous voyez, moi ça, je pense que ce serait plus utile que le CG. Ça reste mon avis hein, pour l'instant. Après, le problème de ça, c'est que si on veut que ça soit vraiment indépendant du smartphone, il faut aussi une connexion LTE. Et là, pour l'instant, il n'y a quand même pas beaucoup, que ce soit chez Garmin ou même tous les autres, il n'y a pas beaucoup de montres qui ont le LTE. Et moi, le problème que j'y trouve, c'est que c'est pas juste qu'il faut du LTE, c'est qu'en plus, après, il faut un abonnement. Exemple pour l'Apple Watch Ultra, l'abonnement 4G, je crois, c'est 6 € par mois. Je ne sais plus si c'est 6 ou 8. Bon, ben voilà, une montre 1000 € qu'on veut garder 2 ans, fois 8 € par mois sur 2 ans, ben ça rajoute encore un petit peu du budget, quoi. Et sinon, sinon après, il y a toujours possibilité de, je sais pas, quelqu'un qui fait du travail manuel, tu es en train de peindre, hop, quelqu'un appelle, tu peux décrocher, ton téléphone il est là-bas, je sais pas où, tu appuies sur le bouton décrocher, et puis après tu continues de peindre et tu parles à ta montre. Aussi un truc possible, sans abonnement, sans LTE, mais juste la montre Bluetooth jusqu'au téléphone, et après c'est le téléphone qui fait la 4G. Alors Christophe qui parle des indécis entre Apple Watch et Garmin. C'est vrai que bon, comme j'ai créé un groupe par marque, je ne suis pas un héros mais j'ai une, et il y a tout, hein, Garmin, Polar, Suunto, Coros, Apple, Samsung, Fitbit, waouh. Et bien c'est vrai que au fil des mois, là, depuis septembre l'année dernière, je vois les gens passer sur le groupe Apple, revenir sur le groupe Garmin, là, il y a vraiment une tranche du marché là, qui est vraiment à cheval et qui hésite. Et il manque la magnifique montre qui fait tout. Alors, est-ce que c'est Apple qui va arriver à avoir une bonne cartographie plus vite, ou est-ce que c'est Garmin qui va arriver à intégrer micro, haut-parleur et LTE plus vite? On ne sait pas. Alors après, il faut se méfier, hein, parce que par exemple, donc Apple sur WatchOS 10, ils apportent une meilleure cartographie avec des courbes de niveau et puis des itinéraires déjà pré-localisés. Vous avez juste choisir une randonnée et puis hop, vous pourrez la suivre. Mais ça, c'est en septembre que aux États-Unis. On ne sait pas quand est-ce que ça sortira en France. Donc ça vaut peut-être pas le coup d'acheter une Apple Watch Ultra maintenant pour ça. Et même chose pour le CG côté Apple, hein. Côté Garmin. Même chose pour le CG côté Garmin. Là, il y a un capteur ECG. On ne sait pas quand est-ce que ça sortira aux États-Unis et on ne sait pas quand est-ce que ça sortira en France. Si ça se trouve, ça sortira aux États-Unis en janvier 2024 et en France, peut-être en 2025 ou en 2026. Enfin, là, vous voyez, il n'y a qu'à voir sur Garmin Pay. Garmin Pay, bon, franchement, je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti, hein, de tête, peut-être, allez, on va dire 2018. Depuis 2018, j'ai pas vu d'évolution dans les partenariats avec les banques. En fait, il y a toujours aussi peu de cartes bleues qui sont compatibles avec Garmin Pay. Alors, c'est vraiment chiant pour eux parce que face à la BNP ou la Société Géniale, Garmin, ça ne doit pas être une grosse boîte et ça ne doit pas être beaucoup de consommateurs. Mais du coup, Garmin, il galère un peu à nouer et Garmin Pay, ils doivent nouer des partenariats avec chaque banque
individuellement. Et alors, je vous raconte même pas la galère des crédits mutuels et crédits agricoles, là, où par région, ils sont indépendants. Et donc, le crédit agricole de Bourgogne, ça va marcher. Mais si vous êtes au crédit agricole des Landes, ça ne marchera pas, quoi. Et depuis que c'est sorti, Garmin Pay, il n'y a pas d'évolution en France. Alors, je ne sais pas si à l'étranger, ça s'est développé. En France, je pense qu'à partir du moment où ils sont rentrés sur les banque en ligne, gratuite, carte bleue gratuite, pas de frais de tenue de compte, etc., bah, ils se sont dit, bah, les gens, ils vont prendre une carte bleue là. Pendant un moment, il y avait Max aussi là, qui était compatible et qui permettait d'avoir un genre de carte bleue virtuelle relais. En fait, on n'ouvrait même pas de compte. Mais bon, voilà, c'est chiant. Et là, pour le coup, Apple, hyper simple. On rentre sa carte bleue dans son iPhone, ça fait Apple Pay aussi bien pour l'App Store que pour Apple Pay. C'est génial. Donc Garmin, bah voilà, là, ils doivent, pour les services de musique, il faut qu'ils nouent des partenariats avec les plateformes, Deezer, Spotify, Amazon Music, et s'il y en a d'autres, bah, il faudra faire d'autres. J'imagine qu'un jour, ils auront à faire YouTube Music. Garmin Pay, bah, faut nouer des partenariats avec toutes les banques. LTE, bah, là aussi, il faut nouer des contrats avec tous les opérateurs. Et c'était quoi le sujet? On parlait de quoi déjà? Et le CG, bah, le CG, il faut attendre la validation des instances médicales là, qui doivent vérifier la fiabilité du capteur. Donc, si la FDA aux États-Unis dit oui, c'est pas dit que nous, on l'aura. Il faut que ça soit évalué par, je ne sais pas quelle est l'agence européenne ou française qui fait ça, l'agence du médicament ou un truc comme ça. Et peut-être qu'en France, ça arrivera en 2025 ou 2026. Donc en fait, pour ça, on en revient à ce qu'on disait au début, là. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une version pro juste pour le nouveau capteur et avec ECG? Là, pour le coup, ma réponse, c'est non. Ah oui, Nico qui parle. Alors là, j'avais fait un article l'année dernière là, sur les prochains capteurs des montres. Et clairement, les prochains capteurs, les prochains capteurs, c'est capteur de glucose. Alors là, tu dis dans 3-7 ans selon Apple. Là, en fait, ça existe déjà. Capteur de glucose non invasif, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de faire une piqûre au bout du doigt pour avoir une goutte de sang. C'est Valencel qui a ça. Pour l'instant, leur capteur, il fait en gros une boîte d'allumettes. Ça fait à peu près la taille d'une boîte d'allumettes et on rentre son doigt dedans. Donc bon, il va falloir quelques années pour qu'ils miniaturisent ça et qu'ils arrivent à rentrer ça dans une montre. Après, il y aura le capteur de lactate. Ça pour le coup, je pense que ça sera un gros changement quand on aura, bah voilà, c'est simple, hein, on pourra savoir exactement quand on est au-dessus du seuil lactique, quand on est à la limite de ce que notre corps est capable de supporter. Hop, franchement, là, on sera en mode pilote, pas pilote automatique, mais pilote machine, quoi. Et la fin de mon article, c'était ça. C'était le jour où dans une montre, il y a un capteur de glucose et un capteur de lactate. Bah là, on devient des machines. C'est-à-dire que tu cours au maximum que tu peux jusqu'à ce que le capteur de lactate dise que tu es à la limite de ce que ton corps arrive à évacuer. Et dès que tu manques de glucose, tu manges. Alors, tu manges du solide, tu manques un peu de glucose, bah, tu reprends du gel ou du liquide. Si tu arrives à trop, ben, hop, tu espaces un peu plus. Wow, là, ça devient des machines. Simon qui a peur qu'on lui interdise de manger des Haribo si ça montre un capteur de glucose. Moi, je suis tranquille. Avec le fromage, c'est plutôt les lipides. Et là, je pense qu'il n'y aura pas de capteur de lipides. Ah ouais, il faut un doctorat pour paramétrer une montre. Là, c'est sûr. Paramétrer une Garmin, bah, je m'en rends compte en fait hein, sur les groupes. Sur le groupe Je ne suis pas un héros, mais j'ai une Garmin. Là, on se rend compte que il y a de plus en plus de gens, quand on voit leurs questions, j'imagine bien comment ça se passe. Ils sortent leur montre de leur boîte, ils la prennent, ils la chargent s'il y a besoin, ils la mettent à leur poignet et ils s'en servent. Puis voilà, franchement, fait comme ça marche pas mal. Il y a 4 champs de données par écran. Ils savent pas comment en mettre 6. Ils savent pas comment mettre la vitesse à la place de l'allure. Ils savent pas comment mettre un champ de données sur une carte. Ils savent pas charger un GPX ou ils savent pas avoir le turn by turn. Ouais, ils savent pas que dans Garmin Connect, tout en bas de la fiche de l'itinéraire, il faut cocher l'option maintenant. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des choses qu'on sait faire et puis d'un seul coup, il y a une mise à jour et hop, putain. Et là, la mise à jour, je réponds mais des dizaines de fois à des gens, c'est « Ah, j'ai pas le turn by turn ». Et bah, tu vas dans Garmin Connect,
sur la fiche de l'itinéraire, tout en bas, il faut que tu cliques sur obtenir les alertes de direction, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, voilà, je n'ai même pas retenu le nom, mais voilà, maintenant il faut activer. On peut l'activer sur certains itinéraires et le désactiver sur d'autres itinéraires. Et donc voilà, je vois très bien comment ça se passe. Les gens, ils l'utilisent plein de fois, puis d'un seul coup, comme ça, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, ils posent une question, mais on se dit, ben, attends, mais c'est un truc de base ça. Ouais, ben en fait, ils l'ont sorti de la boîte, ils l'ont jamais configuré. Et c'est pour ça que je fais des vidéos. J'avais fait une vidéo sur les 11 paramètres, je crois qu'il y en avait 11, les 11 premières choses à régler sur une Garmin, qui a une vidéo sur ça. J'ai fait 2 vidéos sur les réglages des profils sportifs et les réglages de la cartographie, parce que là, je crois qu'elles font 25 minutes chacune, donc je ne vais pas faire une vidéo de 50 minutes. Donc j'ai scindé en 2 les réglages des profils sportifs, les réglages de la cartographie. Après, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo sur les réglages de tous les jours, comment changer l'ordre des widgets, là, la couleur de l'affichage. Bon, voilà, il y a des fois des trucs que je mentionne comme ça dans un test, ou j'explique dans un test, mais c'est vrai que je fais pas des vidéos. Voilà, je suis pas formateur Garmin non plus. Alors, je suis pas formateur Garmin, mais en même temps, j'aime bien expliquer parce que ben, on se rend bien compte que si les gens n'ont pas compris comment ça marche, bah, ils s'en servent mal, ou alors ils disent que c'est de la merde, mais c'est pas que c'est de la merde, c'est que tu n'as juste pas compris comment fallait la régler, ou tu n'as pas compris comment fallait s'en servir. Mais donc, c'est pas de la merde. Et donc voilà, moi j'aime bien, je fais pas que des vidéos de test en disant voilà, des nouvelles montres, des nouvelles montres, des nouvelles montres, des nouvelles montres. J'aime bien, et pour ça, c'était un gros apport de la vidéo par rapport aux articles écrits. Les articles écrits avec les captures d'écran, etc. Bon, c'est pas le plus adapté. Et finalement, pour les vidéos d'explication, ou plutôt pour les explications, les tutos, les démos, les réglages, la vidéo, c'est quand même pas mal. Remarque de Christophe qui se demande pourquoi Coros, qui arrive à une bonne autonomie avec les écrans transréflectifs, bah, ils ne sortent pas une montre avec un écran OLED qui aurait de facto une bonne autonomie. Moi, je pense qu'effectivement, là, bah maintenant que Garmin il passe pas au full AMOLED, mais il passe à de l'AMOLED partout. Enfin, pas partout. En tout cas, il propose de l'AMOLED partout. Tu veux une Venu ou une Venu Vivo Active, hop, tu peux trouver de l'AMOLED. Tu veux une Forerunner, hop, tu peux trouver de l'AMOLED. Tu veux une Phoenix, hop, tu peux trouver de l'AMOLED. Et mine de rien, bah, Garmin, c'est ceux qui tirent vers l'avant. Et là, maintenant, il y a les marques low cost qui sont bien positionnées là-dessus. Typiquement, les T-Rex d'Amazfit, j'ai testé la 1, j'ai testé la 2. Il y a une Pro entre les deux que j'ai pas testé. Là, j'ai testé l'Ultra dernièrement. Bon, toutes les montres low cost, là, elles ont toutes des écrans AMOLED. Donc, bah, je pense que là, la mode de l'AMOLED, ça va remettre sur le devant de la scène les marques low cost. Et puis à côté de ça, on a les marques un peu sportives historiques, Polar Sunto. Alors Coros, c'est pas une marque historique, mais ils sont dans ce lot-là, dans le lot de ceux qui ont que du transréflectif. Et finalement, c'est presque dommage pour eux, c'est que ils apportent, ça y est, ils arrivent à avoir chacun un produit, avoir une bonne montre avec la cartographie, et pas de bol. En fait, ils sortent ça au moment où la mode, c'est plus tellement la cartographie, la mode c'est l'écran OLED maintenant. Et donc là maintenant, le mouvement, ça va être de voir qui de Polar, Sunto, Coros arrivera à proposer quelque chose avec un écran OLED. Ou plutôt, quelle est la marque qui n'arrivera pas assez vite à proposer un écran OLED et qui va s'enfoncer encore un peu plus. Une Vertix avec écran OLED pourrait cartonner, oui, ben, comme une Epix en fait. Moi je pense que le Garmin, ils ont sorti une Epix pour tester le marché. C'est pour ça qu'ils n'ont sorti qu'un seul boîtier. Ils se sont dit, fournir plusieurs sortes de hardware, ça coûte cher. C'est plus difficile à rentabiliser que si on n'a qu'un seul moule de fabrication. Donc ils se sont dit, bon, ben, pour un coup d'essai, on va peut-être pas y aller tout de suite avec 3 tailles de boîtier, saphir, pas saphir, machin. Donc ils se sont dit, on va fournir un boîtier en taille moyenne, puis on va voir la réponse du marché. À mon avis, les Pix, ça a cartonné, et du coup, ils n'ont même pas attendu, si ils ont quand même attendu un an, ils ont attendu allez, à peine plus d'un an et quelques mois, et ils ont sorti une Epix à 3 tailles de boîtier. À mon avis, ils ont fait pareil sur la
la Venue la 945 LTE. Ils se sont dit, tiens, on va tester une montre LTE, voir si ça marche. Et là, le fait qu'ils ne l'ont pas intégré aux 7 Pro et aux Epix Pro, bah, c'est peut-être que la 945 LTE. Alors, c'est soit que la 945 LTE, c'est pas beaucoup vendu, soit que c'était une galère de nouer des contrats avec tous les opérateurs téléphoniques de tous les pays du monde pour arriver à faire marcher le LTE. Je sais pas quelle est la raison. Et l'autre truc que je trouve surprenant, et j'ai pas d'explication, c'est pourquoi Garmin n'a pas de recharge solaire sur les Epix. Alors j'étais tombé un jour sur le net sur un brevet. Ils ont un brevet pour intégrer un panneau photovoltaïque sur un écran AMOLED. Et là, je me suis dit, tiens, je n'avais pas imaginé que ça pouvait être différent d'intégrer un panneau photovoltaïque sur un écran transeffectif que d'intégrer un panneau photovoltaïque sur un écran OLED. Pour moi, le panneau photovoltaïque, il est à l'extérieur de l'écran. Alors, il y a deux zones chez Garmin. Il y a une zone qui est vraiment la périphérie, on va dire le périmètre, là, le petit anneau. Et puis, il y a une zone en superposition. La zone autour, la zone périphérique, elle est plus petite, mais c'est elle qui fournit le plus d'énergie. Et la zone centrale, elle est plus grande, mais elle fournit beaucoup moins d'énergie. Mais il y en a aussi. Et donc, apparemment, ce n'est pas la même chose s'ils devaient essayer de le faire sur un écran AMOLED. Mais ils ont quand même un brevet pour le faire. Donc là, je me suis dit, bon bah, ok, ce n'est pas la même technologie, mais s'ils ont un brevet, prochain Epix, donc ce que j'appelais moi l'Epix 3, il y aura la recharge solaire. Et ben, peut-être sur l'Epix 3, mais pas sur l'Epix Pro 2. On verra. Ah, très intéressant, Mathieu. Mathieu qui demande si beaucoup d'athlètes utilisent tous les algorithmes d'une Garmin avec laquelle ils courent. Eh ben, alors ça remonte à il y a pas mal d'années. Je pense que ça remonte à 2015-2016, ça doit remonter à 2017. J'avais fait pas mal d'interviews de sportifs de haut niveau. J'avais interviewé Simon Fourcade, Yvan Le Fou, qui faisait des multiples triathlons. J'avais interviewé François Daen, Lucas Papi, bon voilà. Et c'était très intéressant parce que je m'étais rendu compte, je me dis, c'est dingue. D'un côté, j'ai plein de lecteurs, j'ai une communauté qui est hyper avide de la nouvelle métrique, le nouvel algorithme, la nouvelle fonctionnalité, etc. Et d'un autre côté, ce que je réalise, c'est qu'avec tous ces sportifs de haut niveau, ils utilisent à minima leur montre. En fait, alors le plus extrême, c'était Lucas Papi. Lui, Lucas Papi, il court tellement longtemps qu'il affiche une seule donnée sur son écran, c'est l'heure. Après, il court. Sinon, la majorité des athlètes, ben voilà, ils affichent la durée, la distance, terminée. Alors du coup, j'y ai un peu réfléchi. D'une part, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est des professionnels qui, en fait, ils pratiquent tellement que, quand ils disent qu'ils vont courir à la sensation, ils savent exactement ce que c'est qu'un rythme 10 km, un rythme ceci, un rythme cela. Et donc, ils jouent beaucoup sur les sensations, tout simplement parce qu'ils pratiquent beaucoup, quoi. Je sais pas, quelque chose qu'on pratique beaucoup, écrire. Écrire, j'ai pas besoin d'un algorithme qui me dirait si j'écris bien ou pas. Bon, bref, je sais pas si c'est une bonne analogie. Bon, je pense qu'ils se connaissent tellement bien, à force de tellement pratiquer, qu'ils savent quand est-ce qu'ils peuvent tenir 3 heures, quand est-ce qu'ils peuvent tenir 1 heure, quand est-ce qu'ils peuvent tenir 5 heures, 50 heures. Bon. Et après, la deuxième raison, faut pas oublier qu'ils sont coachés. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de tous ces algorithmes sur l'application Garmin Connect. En fait, eux, ils font leur séance de sport, ils s'occupent que de ça. Toutes les données, elles sont envoyées au coach. Et après, c'est le coach qui fait le travail de l'algorithme Garmin. C'est le coach qui va dire, attends, alors prochaine séance, machin, tu vas pousser un petit peu plus. Là, le 30-30, on va pas faire 10 séries, on va faire 12. Telle séance, machin, tu vas faire plus de ceci. Ton seuil, il est à telle fréquence cardiaque, donc la séance prochaine, tu me la fais entre telle et telle fréquence cardiaque. Voilà, c'est le coach. La récupération, ça doit être mi-coach,
mi-sensation perso. La seule chose qui, je pense, pourrait chambouler un peu ça, c'est la variabilité de fréquence cardiaque. Parce que là, j'avais trouvé un papier, là, une étude d'un coach qui proposait un cycle d'entraînement basé uniquement sur l'analyse de la variabilité de fréquence cardiaque au jour le jour. Donc en fait, il ne faisait pas un plan d'entraînement sur la semaine, il prenait son athlète, ok, ta variabilité de fréquence cardiaque aujourd'hui, elle a remonté ou elle a monté ou elle a descendu? Elle a descendu, ok, bah, tu vas faire telle séance. Elle a monté, ok, mais tu es à quel niveau? Plus que ce que tu avais il y a 3 jours, ou quand même, elle a monté, mais quand même moins que ce que tu avais il y a 3 jours. Ah, moins, eh ben, tu vas faire telle séance. Et là, plus tu vas faire telle séance. Vous pouvez aller voir sur le blog, j'ai un article là-dessus. Ça s'appelle, je sais pas quoi, la variabilité de fréquence cardiaque. J'ai enregistré ma variabilité de fréquence cardiaque pendant 28 jours. Et donc je l'ai fait sur moi, voir en fonction de mes activités physiques ce que ça donnait sur la variabilité de fréquence cardiaque. C'était le tout début, j'avais Polar et une première Garmin, je ne sais plus laquelle c'était. Et donc voilà, je voulais voir si c'était, voilà, on nous le vendait comme étant super bien. Je voulais voir si ça marchait vraiment. Et ça marchait vraiment. On voyait vraiment qu'après chaque grosse séance que je faisais, pof, ma variabilité de fréquence cardiaque tombait, ça remontait après, etc. Et puis ensuite, bah, je me suis documenté sur Internet, sur les papiers de la recherche. Et là, je suis tombé sur cette... c'est un genre d'arbre décisionnel. Hein. On part le jour J, et puis à J+1, est-ce que ta variabilité cardiaque a monté ou descendu? Monté, tac, tu fais ça comme séance. Descendu, tac, tu fais ça comme séance. Et donc ça varie entre séances de qualité, donc à plutôt haute intensité, séances endurance fondamentale, et puis après il y a un moment dans l'arbre là où on peut faire une séance de HIIT, High Intensity Interval Training, voilà, ça varie dans son truc là. Et là, ouais, là, je pense que tel que je vous le décris, hein, c'est un peu la machine, hein, c'est tous les matins. Et Kylian Jornet, il le fait ça. Hein. Kylian Jornet, avec sa Coros, il prend sa mesure de variabilité fréquence cardiaque tous les matins. Là aussi, article sur le blog, c'est comment s'entraîne Kylian Jornet avec sa montre GPS Coros. Et vous allez voir que Kylian Jornet, c'est un gros geek en fait. Il note tout. Alors, pendant des années, il a tout noté dans des cahiers, des calepins. Là maintenant, il a Coros et il prend sa variabilité de fréquence cardiaque pour adapter son entraînement. Question sur le tracé d'itinéraire sur Garmin Connect. C'est clair, là je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'utilise jamais Garmin Connect pour tracer un itinéraire. C'est clair. J'ai fait un article. Décidément, j'ai déjà parlé de beaucoup de choses. J'ai fait un article qui présente 8 applications pour tracer des itinéraires. Moi, j'utilise l'appli Suunto. Selon moi, c'est la meilleure. Donc, tous les gens qui cherchent une montre GPS plutôt pour pratiquer l'outdoor, l'aventure, sortir à l'extérieur, etc., sans notion de performance, de compétition, pour ça, les Suunto sont top parce que l'application est top. Garmin Connect, je trouve qu'il y a toujours un moment où il n'y a pas le chemin par lequel je veux passer. Alors, je ne comprends pas, je ne sais pas d'où ça vient. C'est parce que normalement, toutes ces applications, comme Alexis, ils utilisent les données d'OpenStreetMap. Et donc, je ne sais pas pourquoi c'est moins bien sur Garmin Connect. Mais moi, il y a plein d'endroits en France où, quand j'ai essayé de tracer des itinéraires, j'utilise beaucoup les itinéraires. Pendant très longtemps, j'ai dit que moi, s'il y avait une fonctionnalité qu'il fallait absolument pour ma prochaine montre GPS, c'est la navigation. Pas forcément la cartographie, mais la navigation, au moins le suivi d'itinéraire. Et sur Garmin Connect, alors, ça me dérange pas. Il y a des fois, voilà, ce que tu dis quand c'est buggé, c'est souvent tu cliques là, et te fait faire passer par le chemin qui est tout droit entre les deux, il te fait passer par un truc là. En fait, il y a quelque chose là entre les deux où il doit décider que ça passe pas, alors qu'en fait ça passe. Donc là, bon, petit bug, c'est pas très grave, on passe en tracé manuel. Et puis on trace ce petit bout de chemin-là en tracé manuel. Ensuite, on repasse en automatique et on fait la suite. Donc ça, on s'en sort. Mais ensuite, il y a toujours des chemins qui apparaissent pas, quoi. Moi, il y a plein d'endroits où j'arrivais pas à tracer un itinéraire sur Garmin Connect. Je passe sur une autre appli
ou un autre site internet, des fois quand je veux être plus posé avec un écran plus grand, sur un autre site internet, et là, on arrive à tout tracer tout comme on veut, quoi. Je ne sais pas pourquoi sur Garmin Connect ça marche pas. Il manque des chemins. Et Alexis, le grand gourou, lui, utilise GPX Studio. Ah, moi, GPX Studio, je l'utilise pour fusionner des itinéraires. Si vous faites un truc sur plusieurs jours, par exemple, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus l'été dernier. J'avais fait 3 jours de randonnée dans les Cévennes avec un âne. Et à la fin des 3 jours, j'avais enregistré ça comme 3 traces GPS différentes. Parce que je me méfie des super longs enregistrements qui plantent au moment où on peut, hein, avec enregistrer et reprendre plus tard. On pourrait très bien faire ça comme un seul enregistrement. Mais je me méfie des enregistrements qui sont énormes et puis qui plantent juste à l'enregistrement et on est deg. Donc voilà, j'ai fait un enregistrement par jour, j'ai arrêté enregistrer. Et ensuite, j'étais passé sur GPX Studio pour fusionner les 3 fichiers. Ah oui, Mathieu, alors là, il ne m'a encore pas embarqué là-dedans, mais c'est vrai qu'Alexis, comme il utilise OpenStreetMap pour créer sa carte, on peut rappeler que tout le monde peut contribuer à OpenStreetMap. Si vous découvrez un nouveau chemin quelque part, ou alors que sur une carte que vous utilisez, on vous dit que c'est un petit chemin qui n'est pas carrossable, alors qu'en vrai, il est carrossable. Vous pouvez aller, tout le monde peut contribuer à OpenStreetMap. Franchement, honnêtement, je ne l'ai encore jamais fait. Pourtant, je pratique pas mal les chemins et je me suis encore jamais intéressé à ça. Simon qui demande si enregistrer et reprendre plus tard, il y a un temps limite pour lequel on ne pourra plus reprendre plus tard. Je ne sais pas. J'ai jamais vu. Alors moi, j'ai jamais eu à me poser la question. Parce que bon, pour moi, si on fait reprendre plus tard, c'est soit on fait la pause du pique-nique et on reprend pas le pique-nique, ou alors le soir, on dort dans un refuge, puis le lendemain matin, on fait la suite de la trace. Donc bon, est-ce que plus d'une nuit, ça vaut le coup de faire un enregistrer et reprendre plus tard? À mon avis, non. Hein. Si tu te poses la question, c'est que c'est trop long et fais 2 activités différentes. Ah, le seul truc qu'on n'a pas regardé, c'est la liste des nouveaux profils sportifs. Je vous avoue que même moi, je ne l'ai pas regardé en détail. Alors, ce qui est pas mal, c'est que là, dans l'interface, je ne sais pas, ceux qui ont une vieille Garmin, vous l'avez peut-être pas. Là, maintenant, c'est classé par. Il commence à y avoir tellement de profils sportifs que maintenant, c'est classé par catégorie. Et sachant que pour certains profils sportifs, ils sont présents dans plusieurs catégories. Donc, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'il y aurait je crois que trail, on le trouve dans sport, dans extérieur et dans course à pied. Du coup, ça va être un peu long de tout vous montrer parce qu'il faut aller regarder dans chaque sous-catégorie. Je vous ferai la liste dans le test là et vous aurez la liste complète. Parapente. Allez, on va regarder par exemple chercher parapente. Donc on va là en plus. Là, on a sport. Allez, je me dis que parapente, ça peut être dans les sports extérieurs. Marche, golf, ascension, escalade de bloc, course d'aventure, pêche, chasse, disque golf, équitation, tir à l'arc. Donc non, il n'y a pas de parapente. Ensuite, on a course à pied, cyclisme, natation. Bon là voilà. Salle de sport, sport d'hiver, sport nautique, sport collectif. Alors c'est là qu'il y aura le plus de nouveautés. C'est sport collectif et sport de raquette. Et l'autre, c'est sport mécanique. Ensuite, il y a autres. Regardez ici, parapente. Ben là, dans autres, on retrouve équitation, golf, jumpmaster, tactique, mouillage. Ah ben non, il ne faut pas créer un mode paramoteur avec une course à pied. En fait, quand vous faites un profil perso, il faut réfléchir un petit peu avant à quel profil vous allez copier. Typiquement, si vous copiez un profil course à pied, derrière, vous copiez tous les algorithmes du profil course à pied, y compris par exemple l'algorithme de calcul du VO2 max. Donc effectivement, pour faire du paramoteur, c'est pas génial d'avoir un profil qui va calculer votre VO2 max à chaque sortie de paramoteur. L'aquaponie, ben voilà, aquaponie, il faut décider si vous prenez un profil de natation ou un profil d'équitation. Si c'est pour compter des longueurs, par exemple, si vous faites des longueurs dans une piscine avec votre poney, il faut copier le profil de natation en piscine parce que, je vous rappelle, en natation en piscine, il n'y a pas de GPS
Et donc la distance, elle est calculée en comptant le nombre de longueurs et en multipliant par la longueur de la piscine. Donc si vous faites de l'aquaponie en piscine, il faut copier le profil sportif piscine. Si vous copiez le profil sportif équitation, ça c'est un profil sportif avec GPS, et donc ça ne marchera pas dans une piscine. Ah ouais, c'est réfléchi quand même. Je ne suis pas un influenceur teubé moi.